Bah, écoutez, on va commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette table ronde. Donc, comme dit, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, voilà, là, dans ce que j'en vois, si vous voulez avoir des tips pour le mieux le gérer. Donc, alors, moi, je m'appelle Vanessa, je coordonne les activités recrutement du groupe Sphère. Il y a Lisa qui va vous parler 2 petites secondes parce que Lisa travaille au marketing chez nous. Et donc, Lisa, je te laisse prendre la parole. Bonjour, donc c'est la première fois que je prends la parole sur un des événements. C'est pour me présenter parce que en fait, souvent vous recevez des mails de moi. D'ailleurs, tout ce que vous avez reçu pour les inscriptions, les mails de relance, c'était des mails que j'avais préparés. Et donc, on s'est dit que pour une fois, ce serait pas mal de me présenter. Donc, je travaille chez Sphère depuis maintenant 3 ans au marketing recrutement, donc avec Vanessa. Et mon but, en fait, c'est de montrer par plein de moyens, dont des événements, pourquoi Sphère est une belle entreprise et pourquoi des développeurs et développeuses devraient rejoindre Sphère. Donc voilà, ça c'était un petit peu sur moi. Et maintenant, je vais vous parler de l'événement et de la plateforme Zoom. Donc la plateforme Zoom, en fait, c'est juste 2-3 petits tips. Vous pouvez bien sûr nous partager tous vos commentaires dans les commentaires et toutes vos questions. Il y a une petite partie questions-réponses et en fait, on essaiera de répondre, enfin les intervenants essaieront de répondre à toutes vos questions. Et si ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas le temps, on pourra les reprendre et les retravailler pour vous les envoyer ultérieurement. Donc voilà, posez toutes vos questions et n'hésitez pas à mettre l'affichage comme vous le souhaitez pour voir les panélistes d'une manière ou d'une autre. Voilà pour la partie Zoom. En 2 secondes, qui est Sphère? Sphère, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement informatique. 800 salariés, 700 développeurs et développeuses, 6 agences, Bordeaux qui est là, Lille, Nantes, Luxembourg, Strasbourg et Paris. On est vraiment très axé sur la communauté, sur la montée en compétences, sur la formation. On a une très belle culture d'entreprise tournée autour de la bienveillance, liberté, responsabilité. Et voilà, je suis ravie aujourd'hui d'être entourée de 2 stars, de personnes connues dans la communauté dev, qui sont Aurélie et Guillaume. Du coup, Guillaume, peut-être tu peux arrêter de présenter comme ça. Donc, Aurélie, elle est DevRel chez OVH Cloud. Son rôle permet d'allier son job et sa passion, accompagner les devs dans leur montée en compétences. Elle est Google Developer Expert, passionnée du cloud, et elle prône les bonnes pratiques DevOps, Cloud et Goland. Elle est également leader de Duchesse France, une association qui promeut les femmes développeuses. Elle organise des confs depuis 2016. Elle est rédactrice technique, speaker, sketchnoteur et du coup souvent sur scène. Et après, vous le verrez, on va avoir des témoignages très personnels pendant ce webinaire. Elle doit conjuguer toutes ces casquettes de mère de famille, de développeuse et d'influenceuse. Aurélie, est-ce que tu pourrais te présenter? Salut à tout le monde en tout cas. Alors moi en fait, je m'appelle Aurélie, hein. J'ai 37 ans. Je vis sur Toulouse. Je suis mariée. J'ai un fils de 11 ans et demi. Très, très important ce demi en fait. J'ai un chat qui ça s'appelle Sushi. Et donc, toutes mes journées en fait sont très rythmées avec le rythme en fait de mon fils qui est hyper sensible et neuroatypique en fait. Donc en gros, je commence très tôt, je finis tôt et pour occuper en fait, on va dire un maximum de lui et des joueurs du coup. Voilà. Merci Aurélie. Guillaume Grilla, Tech Community Ambassadeur chez Le Bon Coin. Lui, son rôle, c'est de s'occuper du bien-être et de l'épanouissement pro de la communauté Le Bon Coin des techs. Voilà, il a créé son métier d'ambassadeur des communautés tech chez Deezer. Sa mission, c'est de faciliter l'apprentissage des équipes par les retours d'expérience entre pairs, également avec des entreprises concurrentes. Il a rejoint Le Bon Coin en 2020
À l'arrivée de son premier enfant, ses priorités ont changé et il a voulu rejoindre une entreprise à l'écoute qui lui permettrait d'adapter son emploi du temps. Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, petite précision, ouais, je m'occupe du bien-être des collaborateurs. On va dire que je ne suis pas happiness officer, hein, pas du tout, mais je n'ai pas la prétention de promettre du bonheur. Par contre, mon boulot, c'est en tant que tech ambassadeur, de créer des opportunités d'apprentissage pour mes équipes tech. Donc, moi, je me focalise là-dessus par les retours d'expérience qu'on peut tirer de communautés externes, qui peuvent être soit issus, comme tu l'as dit, de grosses plateformes tech qui vivent un peu les mêmes complications que nous en termes d'infra, de sécurité, de data, etc. Soit des communautés vraiment métiers. Donc là, on se parle vraiment plutôt de groupes meet-up, donc de rassemblements d'experts entre pairs. Et l'objectif est vraiment d'aller chercher des bonnes pratiques, les mettre en perspective avec ce qu'on fait aujourd'hui pour faire évoluer, possiblement en tout cas, si c'est nécessaire, notre manière de travailler. Et c'est des sujets donc soit technologiques, soit organisationnels, soit collaboratifs. Et je suis aussi du coup membre du comité de contenu de TechRox, qui est un réseau donc, de tech leaders qui promeut aussi voilà, des échanges entre professionnels de la tech. Sinon, comme tu l'as dit, ouais, je suis un papa de 2 enfants en bas âge. Je suis en couple avec ma copine depuis 12 ans. Elle me supporte depuis 12 ans. Donc, on a appris pas mal de trucs ensemble, je pense aussi à travers cette expérience. Et très heureux d'être avec vous pour essayer de mettre en commun en tout cas ce qu'on a pu essayer d'apprendre à notre niveau, quoi. Merci. Alors, en fait, j'ai préparé une petite question pour vous. Est-ce que vous pourriez me partager un challenge, une difficulté à laquelle vous avez dû faire face dans votre équilibre vie pro, vie perso et nous dire comment vous l'avez résolu? Guillaume, peut-être tu peux commencer. Ok, en gros, moi, ma vie, je pense que jusqu'à l'âge de 26 ans, j'ai coutume de dire que c'était piste bleue, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait des études, dans la vie, ça allait. J'ai fait une école de commerce, j'ai commencé un job, etc. Et puis, en fait, il m'est arrivé 2 événements, je pense, assez marquants. Donc, je vais vous les partager. J'en ai pas parlé publiquement jusqu'à présent, mais je pense que c'est le bon moment et le bon format, en fait, pour le faire. 2 événements, en tout cas, qui m'ont permis de remettre en perspective mon équilibre vie pro, mon rapport de la vie professionnelle avec la vie personnelle. Le premier événement, c'est un lundi, c'était le 4 juin 2012. Je suis au boulot dans l'open space avec mes collègues, mon téléphone sonne, c'est ma mère. Elle m'apprend que mon petit frère s'est suicidé. Donc en fait, moi, je prends un train, je retourne chez mes parents. Il se passe, je dirais, ce qui doit se passer quand on enterre quelqu'un. Et puis, je remonte quelques jours plus tard au bureau. Et là, j'ai un rendez-vous du coup dans le bureau de mon boss, le big boss de la boîte dans laquelle je bossais, et qui me dit c'est par le travail que tu vas te reconstruire et il n'y aura pas de traitement de faveur spécifique. Et là, en moi, une espèce d'explosion intérieure, conflit profond, sentiment d'injustice, d'incompréhension, etc. Et du coup, en fait, je quitte cette société peu de temps après. Et en fait, je réalise à ce moment-là que j'ai besoin d'être aligné en fait, avec le discours et les valeurs de mon boss et de mon entreprise pour pouvoir avancer. Et en gros, là, le truc que je veux juste partager, c'est que si je me suis, j'ai remonté en fait la pente grâce à une communauté de frères et sœurs endeuillés qui s'appelle Jonathan Pierre Vivante. Parce que justement, ces gens-là avaient expérimenté la même difficulté que moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai discuté avec des gens qui avaient vécu ça dans leur chair, mais aussi en tant que professionnels, et qui du coup avaient cette distance par rapport au travail et la manière de remettre le bon tempo pour monter. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, tu ne remontes pas du jour au lendemain. Ça a pris quelques temps et après, j'ai retrouvé un job. Deuxième événement que je pense que je pouvais partager dans un autre registre. Alors désolé, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais c'est important de comprendre. Moi, j'ai essayé de comprendre en fait ces dernières années comment j'avais pu, en tout cas, me remettre en scène. Deuxième événement, c'est en septembre 2014. Je suis dans une autre boîte. J'ai un poste que j'ai commencé depuis 6 mois. Poste extrêmement bien payé, boîte internationale, des bureaux un peu partout dans le monde.
Sauf qu'en fait, depuis 6 mois, je bosse comme un fou avec une organisation où en fait, j'ai rejoint une entreprise pour un boss qui n'est plus dans les bureaux, qui a quitté l'entreprise le lendemain de mon arrivée. Et en fait, des équilibres énormes dans le quotidien, parce que reporting à la direction générale, pas d'interaction véritablement au quotidien, évidemment, parce que les patrons ont autre chose à faire. Et du coup, en fait, ce jour-là, je m'effondre dans la rue en attendant mon bus, parce que trop de boulot, trop de pression, pression qui par ailleurs je me mettais moi-même. C'est ça la leçon de l'histoire. Et du coup, là, dans ce cas-là, en fait, j'ai comme une personne sur 5 vont l'expérimenter dans leur vie en France. C'est les chiffres, en tout cas, publiés par les chiffres officiels, en tout cas, par les autorités de la santé. En fait, j'ai fait un burn-out, en fait. Donc ça, c'était un moment aussi où j'ai dû prendre nécessairement du recul pour monter la pente. Et là, pour le coup, c'est grâce à ce fameux trépied famille, amis et environnement professionnel proche que j'ai remonté la pente. Ma grande chance aussi, c'est que je n'ai pas eu besoin de prendre de médicaments et j'ai été accompagné, on va dire, de manière très douce, mais il m'a fallu quand même 2-3 mois, je pense, pour me remettre d'aplomb. Je pense que du coup, dans 2 contextes différents, j'ai appris en fait par soit des communautés de gens qui traversaient les mêmes types d'épreuves, soit par un entourage qui était effectivement très proche de moi et qui a su, entre guillemets, me doser dans leurs conseils, dans leur accompagnement pour que je prenne des décisions pour moi m'en sortir. Parce que c'est finalement moi qui, de toute façon, devais prendre des décisions et des actions pour m'en sortir. Voilà ce que je pouvais dire. Ok. Ben, écoute, merci Guillaume pour ce témoignage. Et c'est vrai que c'est souvent des choses dures qu'on vit comme ça qui permettent vraiment de prendre du recul et de réfléchir à tout ça. Et Aurélie, est-ce que toi, tu aurais des choses aussi à nous partager à ce sujet, des challenges que tu as dû affronter? Ouais, en gros, en fait, on va dire que je pense à 2 challenges, en fait. Donc, un, c'est il y a du coup quelques années, euh, je faisais des astreintes 24/7, donc jour, nuit, week-end, midi, vacances. Et jour férié, en fait. Et c'était très, très compliqué, du coup, et pas très, très, très légal, mais voilà, quoi, c'est pas grave. Et on va dire que j'avais donc un enfant en bas âge. Donc, on va dire, cumuler les astreintes, on va dire, tout le temps, et on va dire, du coup, du coup, et élevé, du coup, donc mon fils, c'était très, très délicat. Je travaillais, du coup, pas mal, en fait. Et pourquoi? Parce que, on va dire que l'entreprise a eu 1 voire 2 licenciements économiques et on est passé de plusieurs équipes de dev, de ops et tout, à 2. Mon CTO et moi-même, en fait. Donc, on a fait du développement, de l'ops, de la data, du front-back, tout, tout, en fait, donc tous les deux, jusqu'au jour où il a fait un burn-out. Et là, du coup, j'ai dû, on va dire, récupérer Toi, moi. tu t'es retrouvée toute seule à tout gérer, quoi, à ce Voilà, moment-là. c'est ça. C'est ça, donc du coup, chouette. Donc, très compliqué, du coup, en fait, tu vois. Et, on va dire, une période, du coup, qui m'a, en fait, moi, marqué, c'était que mon fils, je voulais aller à la piscine, en fait. Et moi, bah, j'ai dû lui dire, en fait, non. Parce que je dois être appelable tout le temps, en fait. Et donc mais du coup, on va dire que la piscine est une activité, on va dire, non
compatible en fait avec un téléphone 3G en fait à l'époque, tu vois. Donc voilà. Et Donc du en coup, gros, Aurélie, comment ouais. tu as fait? Tu es restée dans ce boulot? Comment tu as fait pour sortir de ça? Alors, en gros bah, donc, du coup, je suis restée en tout 11 ans et demi en fait quand même dans l'entreprise. Et on a du coup recréé quand même une, on va dire, mini équipe. Et ça m'a permis après, on va dire, de m'en aller. Parce que c'était quand même très compliqué. Et quand, on va dire, toute entreprise compte sur toi, voilà, on va dire, et, énormément donc de pression. Et on va dire, comme au même moment, mon mari avait des gros problèmes de dos, bah, je me suis en plus retrouvée avec le seul salaire en fait. Voilà, donc en gros, on va dire que tout ça, Tout bah, reposer sur que toi. Tout reposer sur toi, quoi. tu restes longtemps aussi, voilà quoi, tu vois. Donc du coup, bah, très compliqué. Et un deuxième, en fait, c'est le premier confinement, et bah, qui a été très compliqué, très horrible à vivre. Voilà. Donc, bah, c'est simple. Premier jour, mon chéri qui a eu une infection pulmonaire. Allez, c'est voilà, c'est cadeau. Donc du coup, on Il a, a on eu va une dire, infection pulmonaire, c'est ça, hein? ouais, on a du coup, on va dire, galéré tous les trois. Ah, donc moi, donc je travaillais toute la journée. Lui, il s'occupait de l'école, on va dire, à la maison. Et c'était très compliqué parce qu'on commençait tôt, on terminait du coup tard, ça criait, etc. Donc en gros, c'était, on va dire, une période très compliquée à vivre en fait. Et très éprouvante. Et, ça m'a en fait, moi, permis de me dire stop. Es-tu en fait heureuse dans ton travail? Et non. Voilà, ce n'était en fait pas le cas. Et ça m'a permis en fait on va dire, de me poser et de me demander en fait ce que je voulais faire, ce que j'aimerais faire, et on va dire, et mes points forts du coup. Voilà. Du coup, vous nous avez exprimé donc, tous les deux des différentes situations où vous avez été complètement submergés par le travail. Et du coup, là maintenant, l'idée, c'est quels sont les tips? Alors, quels sont les tips que vous donneriez pour réussir à maintenir cet équilibre vie pro, vie perso? D'autant plus que, on le sait, vous êtes tous les deux speakers et qu'en général, ça prend beaucoup de temps de préparer des confs, d'animer des confs, de le faire tout ça en plus du travail, etc. Du coup, Guillaume, quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent? Alors, c'est marrant, Aurélie, elle parlait de moments de pause ou de réflexion. Alors, ça peut être des moments d'ailleurs qui durent le temps d'un week-end ou qui peuvent durer plusieurs mois. Il n'y a pas une question de. Et je trouve que le truc important, en fait, en tout cas, dans mon mode de fonctionnement, moi, en fait, j'ai pris conscience tardivement qu'on m'avait jamais appris vraiment à réfléchir sur ce que j'étais et sur comment je fonctionnais. En gros, je me disais, tu nais, tu vas à l'école, tu fais tes études, tu essaies de comprendre dans quel métier tu vas pouvoir travailler. Tu es diplômé, tu ne sais pas forcément d'ailleurs où tu vas. Et en fait, c'est assez tardivement que j'ai essayé de comprendre comment moi je fonctionnais et quel était je dirais, le modèle de pensée qui parfois pouvait occasionner justement des fragilités dans ma gestion de vie pro, vie perso. En gros, c'est assez simple. C'est que moi, j'avais un problème et que j'ai toujours encore un peu, c'est que j'ai beaucoup de mal à dire non. Donc, quand en fait, on me propose quelque chose,
quand je sortais, qui plus est, quand je sortais d'école et que je commençais ma carrière professionnelle, j'avais du mal à dire non, donc j'accumulais, parce que je ne voulais pas décevoir. Et la conséquence, c'est que du coup, j'accumulais une sorte de pression assez forte qui a occasionné, du coup, à certains moments, des moments d'explosion, quoi, quand il y a eu des gros coups durs dans la vie. Donc la première chose, c'est en fait d'essayer d'apprendre à se connaître, et c'est le chemin d'une vie, hein, probablement. Mais après, il y avait des outils les tests de personnalité. Je pense que honnêtement, alors c'était assez diabolisé par certains, mais je pense que ça m'a aidé à mieux comprendre comment moi je fonctionnais et comment il fallait que je réagisse. Donc ça, c'était le premier truc. La deuxième chose, et en fait j'en ai fait mon métier finalement, c'est de bien comprendre que on n'est jamais seul en fait à vivre ce qu'on traverse dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Et en tout cas, moi, comment j'essaye de mener ma vie, mes deux vies, pro et perso, c'est d'essayer de m'inspirer des gens qui traversent un peu les mêmes sujets que moi, ou qui les ont vécus avant, ou qui vont ou qui vont être amenés à les vivre, mais qui s'en parlent en tout cas. Et en fait, ça peut prendre plein de dimensions différentes. Ça peut être aussi bien des speakers que tu vas suivre en fait sur des vidéos sur YouTube. Tu vas voir où tu vas voir écrire des articles. Ça peut être un collègue dans ton quotidien avec qui tu peux avoir des échanges. Et je pense que le stade ultime, c'est d'arriver à trouver un mentor. Je pense que c'est entre guillemets une sorte de luxe, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui sorte de personnes référentes avec lesquelles tu peux échanger de sujets pro et perso. Mais en tout cas, dans les deux cas, vie pro et vie perso, moi j'essaye de m'inspirer en tout cas de ce qui se passe à côté de moi. Il y a quand je suis devenu parent, j'ai consulté des blogs. Ce qui est marrant dans la tech d'ailleurs, petite info, parce que je pense qu'on est tous un peu dans la tech, il y a un blog qui s'appelle Tech Moms et qui interviewe donc plutôt des mamans qui travaillent dans plein d'environnements de la tech, mais qui sont plutôt des backgrounds engineering et qui témoignent de l'impact que ça a eu sur leur vie et leur organisation notamment. Je vous conseille de le regarder. Et la troisième chose, c'est pour moi ce qu'on appelle le self-care, en fait. C'est arriver à prendre soin de soi. Et ça, pour être très concret sur moi, qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien, c'est que moi, mon sujet, c'est d'être un bon papa en ce moment à la maison, parce que je suis en apprentissage. Et en fait, j'ai assez rapidement compris que c'était mes 1h30 de tennis le mercredi soir qui m'aidait à être bien dans mes baskets, bien défoulé, bien en forme, hein, pour pouvoir espérer être un bon papa à la maison. Et ces sujets-là, en fait, sont super importants parce que ça nécessite de s'organiser en conséquence. Et aussi, on sait qu'on est dans une phase maintenant où la porosité entre la vie pro et la vie perso, le Covid l'a prouvé encore, en fait, impose le fait qu'on assume beaucoup plus son self-care au bureau. Très concrètement, dans ton agenda, maintenant, désormais, tu vas mettre probablement les contraintes que tu as au quotidien, qui sont des contraintes importantes pour toi pour bien faire ton boulot. Et à ce niveau-là, du coup, je vous conseille un talk de Devox qui avait été fait il y a quelques années, en 2019, par un gars qui s'appelle Jérôme Petazzoni, qui avait parlé de son titre, c'était le refactoring le plus difficile de sa carrière. Il avait parlé de son burn-out, mais il avait parlé aussi du self-care qu'il avait mis en place pour remonter la pente. C'est un type assez impressionnant. Je vous invite aussi à regarder. Je partagerai l'un dans le chat. Petite question d'Amandine. L'adaptation de l'individu à l'environnement pro est-elle sans limite? Va-t-il arriver un moment où le monde pro va arrêter d'en demander toujours plus aux personnes? Guillaume, alors, parce que moi, je vais parler un peu Aurélie aussi. Hein. Je pourrais réagir après. Moi, sujet, parce que j'ai également une tendance à beaucoup travailler et avoir un petit peu des soucis par rapport à ça. Et par exemple, moi, dans mon cas, parce que voilà, quand tu dis, Guillaume, qu'il faut vraiment apprendre à se connaître plus, moi, j'ai aussi le sentiment que c'est vraiment moitié-moitié. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est un problème, voilà, c'est très certainement, voilà, l'entreprise donne beaucoup de travail, mais c'est aussi un problème avec nous-mêmes. Et que c'est vrai qu'à partir du moment donné où on apprend à dire non, ou voilà, on va montrer que souvent on se met aussi la pression tout seul parce qu'on a envie de vraiment bien faire, etc. Et que du coup, l'entreprise finalement ne nous demanderait peut-être pas de faire autant, qu'elle est déjà très contente de ce qu'on a bas.
que si on n'explique pas les choses aussi, ça peut être un souci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, tous les deux. En gros, bah, de mon côté, en fait, avant, voilà, bah, travaillais trop, etc. Et bah, depuis quelques années, du coup, en fait, bah, je me suis dit, crée-toi ton propre, on va dire, rythme, un, un rythme pro, en fait, qui, on va dire, te permettrait de travailler bien et de t'occuper de bah, tout le reste, en fait, et de ne pas être, on va dire, en bah, burn-out, trop de travail, etc. Voilà, quoi. Donc, moi, du coup, ben, je rythme toutes mes journées. Donc, quand je travaille à la maison, du coup, hein, donc, en gros, bah, je commence très tôt et dès que mon fils part à l'école, donc à 7h30, je commence, en fait. Et je prends ma pause, etc., pour midi, en fait. Et du coup, s'il finit vers 16h, je m'arrête, ou vers 17h. Et bah, ça me permet, en fait, on va dire, bah, d'une, faire le moins de réunions tardives, on va dire, et de me dire, là, bah, t'arrêtes. Et si j'ai des choses, on va dire, qui sont bah, très, très, très importantes, je les ferai, mais quand mon fils sera en fait au lit. Voilà. Et bah, j'ai la chance, en fait, que dans mon équipe, on est quatre à être parents et quatre, en fait, à être très autonomes, très, on va dire, bienveillants, et on commence quand on peut. On récupère les enfants, on, on, on revient, etc. Et bah, pour moi, en fait, ça, on va dire, cette flexibilité est très importante, je trouve. C'est Ok. vraiment, c'est très important, je trouve ça. Et bah, on va dire, un tips du coup, moi, que bah, j'ai, c'est être bien organisé avec le mari. C'est, on va dire, c'est du Tetris, on va dire, bah, tous les jours, surtout quand je vais en conférence comme hier. C'est bah, en gros, on va dire que voilà, bah, sans son partenaire de couple, c'est pas jouable, en fait. Donc, c'est très, très important d'être à deux, d'être une team, en fait, on va dire, et de s'organiser. Et c'est, on va dire, une grosse question donc de conciliation, en fait. Voilà, c'est Et juste, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir que votre boss vous donne trop de boulot? Et comment vous faites? Parce que c'est vrai que c'est aussi compliqué de dire non, ou on veut toujours être performant, etc. Comment vous gérez ça? En fait, ça me fait penser à quelque chose pour qu'il y ait des conditions favorables en fait, de collaboration. Et ça, je l'ai pris conscience véritablement en arrivant chez Le Bon Coin. C'est en fait qu'on ne m'avait pas franchement appris auparavant à faire un feedback. En fait, la culture du feedback, pour moi, c'était quelque chose de très, de très fou, et même de peut-être un peu présomptueux. Mais en fait, j'ai réalisé en arrivant dans cette boîte que c'était une vraie méthodologie, entre guillemets, un feedback qui ne se donne pas à n'importe quel moment, ne se donne pas de n'importe quelle manière. Et en fait, le feedback, c'est simplement ce qui te permet d'arriver à te trouver, dans certaines circonstances,
un bon deal entre guillemets avec ton management quand justement, ce que tu viens de dire, il te propose de travailler sur quelque chose et tu ne peux probablement pas le prendre parce que tu as trop de boulot. Il y a une manière de le dire. Si on ne t'apprend pas à le dire, en fait, tu es piégé en permanence. Et donc, C'est la méthode Netflix, parce que je suis en train de lire le bouquin Netflix où il y a une méthode. Ça peut être aussi, vous regardez le Radical Candor, qui est une méthodologie aussi qui te permet d'arriver à clarifier dans des bonnes dispositions ce que tu as pensé de quelque chose pour donner un feedback. Et bref, en gros, c'est des conditions du coup de communication qui, en tout cas, moi j'ai trouvé, ont eu un impact fortement sur la manière dont je me sentais à l'aise pour prendre ou ne pas prendre certains sujets. Ça, c'est quelque chose qu'on ne t'apprend pas spécifiquement en fait, dans toutes les boîtes, et encore moins à l'école. Donc ça, c'était vraiment le premier truc. Le deuxième chose. Et juste, Guillaume, c'est quoi la manière pour faire ce feedback à ton boss? Enfin, tu peux nous partager des ressources qu'on peut aller voir? Ou bien chez Le Bon Coin, vous avez une formation? En fait, il y a une forme. Oui, c'est ça. En fait, c'est que on a des coachs en fait chez Le Bon Coin dont le métier est de travailler sur les interactions entre les collaborateurs et alors c'est des facilitateurs en fait. C'est-à-dire ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'infligent pas de l'aide. C'est qu'il faut aller les chercher pour qu'ils puissent t'aider. Mais ils peuvent te proposer notamment une formation sur le feedback. Et moi, on me l'a donné en fait en arrivant. C'est-à-dire que je suis arrivé en plein confinement. Alors, en plus, arriver dans une boîte en plein confinement, tu ne vois pas les gens en vrai. Tu t'autorises encore moins de choses que quand tu les vois en vrai. Et en fait, et du coup, c'est pas qu'une méthodologie, c'est une culture. C'est que j'ai pris conscience qu'en fait, autour de moi, j'avais des gens. Et d'ailleurs, moi, je faisais mal les choses auparavant. J'avais tendance parfois à réagir très spontanément à des choses. Très spontanément quand on me demandait quelque chose. Alors qu'en fait, dans bien des situations, j'aurais dû d'abord demander si la personne était OK pour que je lui fasse un retour. Ne serait-ce que ça met en place des conditions de collaboration beaucoup plus saines, en fait. Et qui ont un impact aussi sur la manière dont tu te sens légitime à prendre des décisions et aménager ton temps de travail. Et plein de choses, en fait, dans ton outil. Donc, en fait, il y a un des commentaires qui dit on n'est un peu en train de dire que tout ça dépend beaucoup de la société dans laquelle on se trouve. Complètement. Vous seriez d'accord avec ça? Alors oui, de l'entreprise en fait et de, on va dire, ton équipe et de ton manager qui est un poste très très important. Carrément. Et du coup, Aurélie, chez OVH, il y a des bonnes pratiques que tu as pu observer pour favoriser cet équilibre vie pro, vie perso? Ouais, par exemple, du coup, voilà, dans mon équipe, en fait, voilà, c'est en gros une équipe qui est très, très autonome. On est du coup, on va dire, très, très transverse, mais on respecte à 400%, on va dire, nos vies privées / pro / associatives, en fait. Donc, c'est top, je trouve. Et honnêtement, en fait, moi, quand je suis arrivée dans, du coup, dans l'entreprise, le côté humain, en fait, du coup, ça m'a frappé, en fait, parce que de l'extérieur, en fait, du coup, on ne le voit pas du tout. Et tu as une, on va dire, très, très bonne équipe dirigeante et CSE qui sont très attentives au bien-être des salariés, par exemple, on va dire tous les aspects d'ergonomie en fait du travail en fait, de la mise à disposition de places dans les crèches également. Et par exemple, on a CARE, donc c'est QARE, c'est un accès à un dispositif de consultation médicale
en physio pour nous et toute notre on va dire, famille en fait. Et bah, ça a on va dire, un avantage de tu n'as pas à mince, je dois prendre un rendez-vous, etc. C'est très compliqué. Voilà. En gros, en fait, ça te facilite en fait. Et bah, t'es, on va dire, tracas. Et du coup, toi, Guillaume, au Bon Coin, il y a des choses qui sont faites pour des bonnes pratiques pour pousser ça, cet équilibre? Ouais, je pense que l'enjeu, c'est aussi de les mettre très tôt dans l'expérience du collaborateur. Alors, je parle en fait du parcours d'intégration. Ce qui est important, je vais peut-être dire des choses banales, mais moi, pareil, ça, je ne l'avais pas vécu dans d'autres boîtes, c'était le fait d'avoir un ou une buddy, donc c'est-à-dire quelqu'un avec qui tu n'as pas de lien hiérarchique, et qui, sur tes premiers pas en entreprise, va t'accompagner, te chaperonner, en fait, et te donner, en fait, un peu les clés et les ficelles du quotidien et de la culture d'entreprise. Parce que, comme le disait Aurélie, en fait, ta culture d'entreprise, c'est une chose, mais celui qui va te la faire vivre et l'incarner au quotidien et te la faire parfois subir, malheureusement, si ça se passe mal, c'est ton manager direct. Hein. C'est lui que tu vas voir au côté, c'est lui que tu vas voir au bureau, c'est lui qui tu vas échanger au quotidien. Et donc, c'est la principale personne qui se doit, en tout cas, d'incarner les valeurs que tu as voulu rejoindre, ou en tout cas, ce qui t'a donné envie de rejoindre l'entreprise. Quoi. En tout cas, voilà, d'avoir des éléments autour de soi, des personnes qui t'aident en tout cas à comprendre l'entreprise, ça c'est une première chose. Il y a des choses aussi assez, j'ai trouvé pas mal. On a le jeudi après-midi, en l'occurrence, c'est une après-midi sans réunion. Donc on ne doit pas t'imposer une réunion. Tu es en droit de les refuser. Et c'est du coup un moment où tu peux aussi prendre du temps pour arriver à réorganiser peut-être ton agenda, travailler sur des sujets de fond. Parce qu'on a quand même un mode de collaboration à tous connectés en ce moment à nos ordi, qui consiste à prendre des tickets ou prendre des sujets, interagir sur Slack. Où on est vachement dans l'instantanéité et ça crée une charge mentale quand même qui est super importante. Ça c'est pareil, hein, je pense qu'on la tolère de plus ou moins selon les années. Il faut arriver à se mettre une hygiène en place de couper. C'est OK de couper son Slack, de le mettre en notification coupée. Et donc voilà, il y a de plus en plus de gens qui, autour de moi, peuvent couper les notifications Slack pendant une matinée ou une après-midi et c'est OK en fait. Alors, il nous reste 4 minutes et comme Guillaume, tu dois aller chercher tes enfants. Il y a une question avant qu'on se quitte, je mets un commentaire de Sébastien, une question de Célia, parce que Célia, qui travaille chez Sphere, fait beaucoup de confs, etc. Elle dit, est-ce que vous arrivez vraiment à dire non à certaines opportunités pour préserver votre temps perso, les talks, les articles, les formations et autres? Aurélie, Guillaume? Ouais, tu vois, ou ouais, non. Tu apprends la question ou pas? Ouais, je t'en prie. Les deux? Vous pouvez répondre tous les deux. Commence et puis après, moi, je pense que j'y arrive. Je suis timide, mais je me soigne, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense que j'y arrive un peu plus. Mais comme je vous le dis, j'ai ma nature et ma personnalité qui fait que je ne la changerai pas complètement, de par mon éducation, de par plein de choses. C'est toujours compliqué pour moi de dire non, mais je le dis par contre peut-être plus facilement. Et je l'assume plus. Mais après, c'est aussi les épreuves de la vie, entre guillemets, qui m'ont probablement aidé à capter 2-3 trucs que j'avais pas bien intégré auparavant et qui me mettaient en fait dans des situations compliquées. Donc oui, je pense que ça crée aussi, ça renforce le lien de confiance aussi. C'est ça qui est important en fait, de dire oui à tout, ne va pas t'aider en fait à créer ce sentiment de confiance parce que tu vas probablement occasionner des déceptions si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Donc il en va aussi de la relation que tu as avec ton manager et avec tes collègues autour de toi pour lesquels tu bosses. Donc dire non, c'est une preuve de respect en fait. Et après, peut-être Aurélie, tu pourras rebondir là-dessus. Il y a Sébastien Roux qui dit, moi, je me dis que ça me dérange vraiment, que si ça me dérange vraiment de me former, de faire des talks articles sur mon temps perso, raisonnablement, c'est que je ne fais pas le bon job.
En gros, bah, tout dépend en fait, je dirais moi. Parce que oui, donc du coup, on travaille dans un secteur qui est, on va dire, en constante évolution et on doit du coup se former en continu, faire de la veille permanente. Et qu'à moi, en tout cas, on va dire que dans mes précédentes euh, entreprises, mes articles, mes talks, toute ma veille, je la faisais en fait moi, donc tous les soirs et autres en fait. Et j'ai l'impression quand même que ça m'a cramé quand même. Et, du coup, là, maintenant, je suis très, très, très contente d'avoir la chance que les talks et autres, on va dire, soient dans mon travail. Et je n'ai plus à prendre des jours de congé pour aller à des conférences. Et je n'ai plus à, on va dire, galérer pour payer du coup tous mes déplacements. Donc en gros, oui, on peut le faire si, on va dire, ça nous plaît, si c'est un de nos moteurs, mais ne vous cramez pas en fait. Voilà. Sébastien dit d'où le raisonnable, le raisonnablement. C'est ça. Exactement. Pour rebondir sur ce que Ok. dit Aurélie, très clairement, on est complètement d'accord, on est dans des boîtes tech qui veulent générer de la croissance, donc qui doivent générer de l'apprentissage en fait chez leurs collaborateurs. Et ce qu'on observe souvent, alors pour avoir été RH dans une ancienne vie, c'est qu'en fait, il y a plein de collaborateurs qui s'interdisent de prendre leur formation. Alors parfois, alors déjà c'est légal en fait, ils doivent le faire. Même parfois, du coup, l'entreprise met encore plus de budget pour payer des conférences, envoyer des gens. Et du coup, l'enjeu, c'est véritablement de remettre ce temps-là dans la. En tout cas, c'est une bataille, on n'y arrive pas tout le temps, hein, mais de le remettre dans la journée parce que c'est de la en tout cas une conférence comme vous le faites là à 17h. Pour moi, en tout cas, je l'espère, c'est avec l'objectif de rendre les gens plus performants, d'apprendre de vécus différents partagés par les collaborateurs. Et donc, du coup, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Et je crois que c'est Sébastien qu'on parlait avec le télétravail. Vie perso, vie pro, ça se mélange, mais le temps de travail, ça c'est ce que disait Aurélie, ne doit pas dépasser non plus à n'importe quel stade, sinon tu te crames. Donc c'est important justement d'essayer de mettre ces moments d'apprentissage au maximum dans sur les horaires de travail, et peut-être les coller autour des heures du déjeuner ou en début de journée quand on a un peu d'énergie, et pas forcément de les foutre le soir et le week-end, parce que c'est justement quelque chose qui va vous fragiliser dans votre équilibre, et au final tout le monde y perdra, vous et l'entreprise, parce que vous serez cramé. Alors, il y a d'autres questions, là, comme que pensez-vous de l'impact du télétravail sur la dissociation vie privée, vie pro? Ce qu'on va faire, c'est que Lisa elle va reprendre dans le chat toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, qu'on aurait loupé. Et en fait, on va nous créer un document dans lequel on pourra répondre et on vous enverra tout ça par email à la suite du webinar. Donc, eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Pour vos témoignages aussi très personnels. Et puis, eh bien, à tous les auditeurs qui étaient là, merci également. Et on vous enverra des ressources et des choses à lire. Lisa va vous préparer des éléments et vous recevrez un email à la suite avec notamment le replay de cet événement. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée.